Les apologies de Platon et de Xénophon poursuivent la défense initiée par Socrate et que beaucoup ne comprennent pas. Certains considèrent que si Socrate n'a pas mérité sa peine par ses actes et sa vie, il l'a mérité par les maladresses de sa défense. C'est la raison pour laquelle, 5 ans après sa mort, Xénophon entreprend de rencontrer Hermogène et de recueillir son témoignage. Il y est bien question de la défense de Socrate, ou plutôt de son absence de défense. Xénophon croit rendre hommage à Socrate en indiquant qu'il est le véritable vainqueur du procès, qu'il s'est offert une mort douce au lieu du naufrage de la vieillesse. Mais Xénophon fait un contresens sur la défense de Socrate. Socrate s'est défendu en mettant en avant sa nature, son essence, sans égard aux conséquences qu'il ne craint pas. Il le dit pourtant explicitement à Hermogène. « Vivre sans commettre la moindre injustice est, à mes yeux, le plus beau moyen de me préparer une défense. Se défendre soi-même pour le sage, c'est attaquer avec sa propre essence, c'est agir avec justice pour se prémunir contre le mal, c'est agir avec sagesse pour connaître le mal, c'est agir avec tempérance pour se garder du mal, c'est agir avec courage pour faire face au mal, c'est agir enfin avec piété pour défier le mal. Se défendre soi-même, ce n'est pas se donner tous les moyens de sauver sa peau, car il y a le risque de se perdre soi-même et de vivre contre sa vie, de vivre en lâche plutôt que de périr en homme. Que Socrate ait recherché la mort est réfuté par les éléments fournis par Platon. Certes, Socrate affirme ne pas craindre la mort, mais cela ne veut en aucun cas dire qu'il la recherche. En effet, lors des résultats du premier vote sur la culpabilité, Socrate est surpris par la faiblesse de l'écart. Si je ne m'indigne pas, Athéniens, de cet arrêt que vous venez de prononcer contre moi, c'est que je n'étais pas sans m'attendre à ce qui m'arrive. Ce qui me surprend bien plus, c'est le nombre de voix, pour et contre. Je ne croyais pas que l'écart serait si faible. Je m'attendais à être condamné par une majorité beaucoup plus considérable. Certes, Socrate s'attendait, comme le dit Xénophon, à être déclaré coupable. Il le dit presque dans les mêmes termes en s'adressant à ses juges à la fin de son plaidoyer. Il considère que le juge peut le blâmer de ne pas s'être défendu comme les autres, et qu'en pensant à cela, il me tienne rigueur et qu'irrité de mon procédé, il dépose son suffrage avec colère. Perdu pour perdu, il aurait choisi de perdre avec panache. Mais il a peut-être choisi de gagner doublement, d'enrichir sa légende et de remporter son procès. Lorsqu'il s'agit de proposer une contre-peine, certes, il brave à nouveau les juges en proposant d'être nourri au Prytanée car, avance-t-il encore, je n'ai pas l'habitude de me juger digne d'aucune peine. Mais il propose aussi une contre-peine plus sérieuse, une amende en bonne et due forme. Peut-être bien pourrais-je vous payer une mine d'argent. C'est donc à cette somme que je me taxe. Mais Platon que voici, Athéniens, ainsi que Criton, Critobule et Apollodore, me pressent de vous proposer 30 mines dont ils se portent garants. Au vu de la justesse des résultats du premier vote, Socrate semble considérer que le procès n'est pas tout à fait perdu. Peut-être s'est-il ravisé avec la surprise de ce résultat. Il ne fait pas qu'une proposition, mais deux. Peut-être son intention première était-elle de ne demander qu'à être nourri au Prytanée, ce qui aurait mené inévitablement à la peine de mort et au panache. La proposition d'amende apparaît comme une tentative de porte de sortie. Socrate avait un espoir de gagner sur les deux tableaux. Xénophon n'a peut-être pas compris que la défense de Socrate était la meilleure, car il s'agissait pour Socrate de paraître tel qu'en lui-même, conformément à son histoire, à sa vie, à son essence. Mais il faut se garder d'être trop présomptueux dans cette critique. Xénophon écrit 5 ans après la mort de Socrate, où les interrogations sont encore nombreuses sur ce qui n'est qu'un procès parmi d'autres. Il est aisé pour nous, après que la figure de Socrate se soit étendue sur plus de 2000 ans, de dire que sa défense était celle de sa légende. Pour Xénophon, Socrate était encore un être de chair, sensible, et pour nous il est un être intelligible, un personnage quasiment imaginaire et mythologique. Xénophon écrit pour ses contemporains, qui jugent d'après les faits, et il montre que Socrate a finalement gagné à l'endroit où on l'a cru perdre. On ne lui a pas imposé la mort, il l'a choisi. Dans l'apologie de Socrate de Platon, la démarche est différente. Platon entretient aussi avec Socrate un rapport sensible. Pour lui aussi, Socrate est un être de chair. Il l'a eu sous les yeux, l'a entendu, était présent au procès. Les différences entre les deux apologies montrent que Platon n'a pas tout restitué des échanges, il a épuré le discours. Son apologie est plus fidèle dans les termes, il va à l'essentiel. Que veut dire ici aller à l'essentiel? Cela veut dire aller à l'essence de Socrate. Jamais dans un texte, le disciple n'a été aussi proche du maître.
Platon entre dans le jeu de Socrate. Socrate exprime son essence dans ses propos et dans ses actes. Platon transforme l'essai et fait de Socrate une figure, une essence, celle du sage, celle du juste. Il transfigure Socrate en un être textuel et mythologique. D'autres dialogues mettront parfois le disciple et le maître à quelque distance. Parfois Platon fait dire à Socrate plus et mieux qu'il ne dit, comme dans la République. Mais à chaque fois le mouvement est le même. Construire Socrate, l'essentialiser comme une figure idéale qui n'est pas sans lien avec le personnage réel. Ce processus commence avec l'apologie de Socrate, qui est à la fois restitution et évangile, car les évangiles sont aussi les apologies d'un condamné à mort. Il n'est pas de dire que Socrate valait moins que ce qu'en dit Platon. C'est l'inverse. De la parole du maître aux écrits du disciple, c'est une figure idéale qui s'achève conformément à ce qu'elle devait être, selon les désirs du maître et selon la compréhension du disciple. Dans l'apologie, Platon n'a jamais été autant en phase avec Socrate. Il n'intègre donc pas dans le texte les échanges informels entre Socrate et ses compagnons qui parasitent le discours du maître. Il livre le propos expurgé de l'accidentel et livré à l'essentiel. Il veut montrer que la défense de Socrate ne visait pas des considérations sensibles. Il s'agissait de viser l'essentiel et de se transformer soi-même en essence. Cette défense, après la défense, montre toute l'ambiguïté de l'expression « se défendre soi-même » qui court tout au long du plaidoyer et des propos de Socrate. La grande erreur qu'ont commise les ennemis de Socrate, c'est de croire qu'il était avec eux dans un tribunal à leur merci. En réalité, ils étaient dans un texte, dans le monde commun de Socrate livrant son essence, et de Platon prêt à la léguer aussi purement que possible. Ils n'ont pas affronté qu'un seul homme, un vieillard nommé Socrate, ils ont affronté un monstre de mythologie, un être bicéphale, moitié maître, moitié disciple. Ils ont affronté le plus redoutable des êtres, et ont été vaincus de la pire des façons, c'est-à-dire en croyant vaincre. Ainsi la boucle est bouclée. Le dernier ennemi de Socrate est encore un ignorant, quelqu'un qui croit qu'il vainc, alors qu'il est en train de perdre. Seuls Platon et lui savaient qu'ils étaient en train de vaincre. La postérité de Socrate en fait le père de la philosophie. La question de la défense de soi se prolongera durant toute l'histoire de la philosophie. On ne peut que remarquer l'importance de cette question chez les stoïciens fortement influencés par la figure de Socrate. Pour les stoïciens aussi, la recherche du bonheur se heurte à la question des dangers contre lesquels on ne peut rien. La mort, la maladie, la violence peuvent à tout moment ruiner notre existence. Comment être heureux dans un monde qui ne veut que notre malheur ? 3 éléments au moins permettent de rapprocher Socrate et les stoïciens. Il y a chez les stoïciens une distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Parmi les choses, dit Épictète dans le manuel, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, c'est l'opinion, le vouloir, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, c'est le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Cette distinction est au cœur de l'apologie. Socrate indique qu'il ne se faisait guère d'illusions sur son procès, qu'il ne dépend donc pas de lui mais des juges et de la divinité. Son action sera gouvernée par un principe semblable à celui des stoïciens. Il n'agira que sur ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire sur ce qu'il sait, et ne se souciera pas de ce qu'il ne sait pas. Je crains donc les maux que je connais pour tels, mais les choses dont je ne sais si elles ne sont pas des biens, jamais je ne les craindrai ni ne les fuirai. La distinction entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas recouvre la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Ce qui est primordial, c'est la maîtrise de ce que nous pensons. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses, dit encore Épictète. Par exemple, la mort n'est rien de terrible, car Socrate aussi l'aurait trouvé terrible, mais notre opinion sur la mort qui nous l'a fait regarder comme terrible, voilà ce qui est terrible. Socrate, ici cité, est le modèle, le patron, voire le saint patron de la pensée stoïcienne. Les stoïciens s'inspireront encore de Socrate avec la distinction entre l'âme et le corps.
Lorsque Marc Aurèle invite à faire de son âme une forteresse intérieure, il énonce le principe d'action des stoïciens devant se prémunir contre le malheur. La hiérarchisation entre l'âme et le corps mène à celle entre les richesses et la vertu, entre le bien spirituel et les biens corporels. Si tu veux avoir en même temps et les vrais biens et les dignités ou les richesses, peut-être n'obtiendras-tu même pas ces dernières pour avoir désiré les autres, écrit Épictète. Nous retrouvons en creux la thèse socratique selon laquelle il est honteux de prendre davantage soin de son corps que de son âme. C'est ainsi, écrit encore Épictète, que Socrate devint parfait, ne s'attachant à rien, dans toutes les choses qui s'offraient qu'à la raison. L'acceptation du destin est également un point de convergence entre Socrate et les stoïciens. Tout le long de son procès, Socrate n'a de cesse de dire qu'il se soumet à la volonté des dieux, que seuls savent ce qui est bon, que son daimon qui le protège en toutes circonstances ne l'a pas empêché de venir au tribunal. Vous aussi, juge, dit-il, vous devez avoir bon espoir en face de la mort et vous mettre dans l'esprit qu'il y a une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas de mal possible pour l'homme de bien, ni pendant sa vie ni après sa mort, et que les dieux ne sont pas indifférents à son sort. Le mien non plus n'est pas le fait du hasard, et je vois clairement qu'il valait mieux pour moi mourir à présent et être délivré de toute peine. Socrate apparaît encore comme celui qui accepte son destin en se comparant à Achille. Car qui est Achille, sinon le héros qui embrasse sa destinée aussi fatale qu'elle puisse être, comme annoncé par sa mère la déesse Thétis. On croit reconnaître la figure de Socrate dans ses vers de Cléante. « Conduis-moi Jupiter et toi destinée, en quelque lieu que vous ayez fixé ma place, je vous suivrai sans hésitation. » Épictète ramène l'attitude socratique et stoïcienne à ce principe. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux, mais veux ce qui arrive comme il arrive et tu couleras une vie heureuse. La référence à Socrate n'est jamais loin dans la parole d'Épictète. Attache-toi aux choses qui te semblent les meilleures, comme si Dieu même t'avait assigné ce poste. La question de sa propre défense, de la façon de se défendre soi-même est au cœur de la pensée stoïcienne et le prolongement de l'action socratique. Elle culmine à l'endroit de la nature du mal et de la figure de l'ennemi. Le sage ne saurait souffrir le mal, ni avoir d'ennemi véritable. Si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera. Personne ne te nuira, et d'ennemis tu n'en auras point, car tu ne pourras pas même souffrir rien de nuisible. La nullité morale voire ontologique de l'ennemi, il n'existe pas, est aussi affirmée par Socrate. Pour moi, ni Mélétos ni Anytos ne sauraient me nuire, si peu que ce soit. Comment le pourrait-il s'il est, comme je le crois, impossible au méchant de nuire à l'homme de bien ? La défense de soi trouve son point culminant dans la disparition de l'ennemi, réduit à une simple apparence pour lui-même. L'ennemi est celui qui croit nuire mais qui n'atteint pas le sage, glissant presque vers une figure invincible. Se défendre soi-même, c'est pour les stoïciens tout faire pour parvenir à l'ataraxie, cette ataraxie dont Socrate est le modèle. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble dans l'âme, c'est l'absence de peur, de crainte devant tout mal, y compris la mort. Si tu veux éviter la maladie ou la mort ou la pauvreté, tu seras misérable, dit encore Épictète en des mots socratiques. Sa figure est un guide pour les stoïciens. Veux-tu avancer dans la sagesse, souffre à l'égard des choses extérieures, de passer pour fou et imbécile, consent à paraître ne rien savoir. La défense de Socrate devient, chez les stoïciens, mode de vie, règle pratique de l'existence. Nous pourrions presque nommer les stoïciens des socratiques. Eux aussi affirment une façon de vivre en assurant en permanence sa propre défense. Il s'agit de se défendre contre tous les maux au point de les réduire à des apparences. Chez les stoïciens, la méthode de défense de Socrate se prolonge jusque dans l'acceptation de son ambiguïté. Les stoïciens semblent eux aussi, comme Socrate, renoncer à se défendre. Ils n'agissent que sur leur âme, acceptent leur sort. Est-ce là une vraie façon de se défendre ? C'est non seulement pour eux une véritable défense, mais la seule véritable. Se défendre soi-même, c'est accepter le paradoxe de l'illusion de la défaite. Dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, Hegel revient sur la figure de Socrate et sur ce paradoxe, nous dirions presque la dialectique, de la défaite du sage et de sa victoire. Socrate est vaincu en apparence, il est nié sous sa forme la plus directe en étant condamné à mort.
Mais la défaite du sage est en même temps sa victoire. Comme chez les stoïciens, Hegel thématise l'invincibilité du sage. S'il vit, il gagne, s'il perd, il est victorieux. Pour Hegel, le destin de Socrate est tragique, non pas au sens où ce serait un malheur, mais au sens phénoménologique de l'événement négatif qui révèle le positif et le transfigure. Il analyse ce procès comme un choc entre deux modes de défense légitimes, car Athènes aussi s'est en un certain sens défendue. Pour Hegel, le procès de Socrate intervient au moment de la décadence d'Athènes, le moment où elle-même est menacée de disparition. Deux droits s'affrontent, le droit de la cité athénienne qui avait le droit de se défendre contre ce qui la dissolvait et le droit de la conscience que Socrate incarnait. Ces deux droits sont réels, aucun n'est une simple erreur. Cependant, les deux droits ne sont pas renvoyés dos à dos, car l'une des défenses, la défense de la cité, n'empêchera pas sa fin, et l'autre défense, celle de Socrate, marquera son avènement. Il revient sur l'apparence de défaite du sage. En condamnant Socrate, Athènes ne l'a pas vaincu, elle a au contraire libéré son principe. Tant que Socrate vivait, son enseignement était lié à sa personne singulière, à sa laideur, à son ironie, à son daimon particulier. La mort a séparé le principe de l'individu. De ce fait, la défense de Socrate a des effets qui vont au-delà de sa personne. Il se spiritualise et devient une force agissante de l'esprit. Ce que Socrate portait en lui comme une vérité encore subjective est devenu, par sa mort, une puissance objective de l'esprit. C'est le peuple athénien lui-même qui, en le tuant, a universalisé ce contre quoi il croyait se défendre. Se défendre soi-même, pour le sage, c'est attaquer avec sa propre essence. Ce n'est pas agir comme le commun des hommes en se soumettant aux exigences de juges injustes pour sauver sa peau à tout prix. C'est agir conformément au récit intime de soi pour conserver l'intégrité morale et intellectuelle de son âme et de son être. Se défendre soi-même est un exercice paradoxal de vertu pratique que ne comprendront pas ceux qui ont coutume de voir les plaideurs pleurer, hurler à l'injustice, se mettre à genoux corps et âme. C'est agir avec justice pour éloigner le mal. C'est agir avec tempérance pour se préparer à affronter le mal. C'est agir avec sagesse pour connaître le mal. C'est agir avec courage pour affronter le mal. Socrate a délibérément choisi de ne pas se défendre de façon commune, mais d'assurer une défense inédite et authentique. S'étant libéré de la peur de la mort, il était vainqueur avant même de mettre les pieds dans le tribunal. Platon l'a perçu qui a recueilli son âme dans ces mots. Nous voici aujourd'hui à plus de 2400 ans de ce procès et à plus de 9000 kilomètres de la cité d'Athènes. Et pourtant nous devisons de Socrate, de sa vie, de la légitimité de sa défense. Cela seul devrait suffire à prouver qu'il s'est défendu comme il devait le faire. De Mélétos nous ne retenons le nom qu'en raison de sa disgrâce, ainsi de Judas. Tendant un piège aux sages, les accusateurs ont cru faire venir Socrate dans un lieu où ils auraient l'avantage, dans un lieu dont l'enjeu est la vie ou la mort. Ils ont cru capturer Socrate dans leur monde de tromperie, d'arrangement et de manipulation. En réalité, ils sont entrés dans le monde de Socrate, dans l'univers idéal de sa vertu. Ils pensaient traîner Socrate dans un tribunal. Ils étaient captifs sans s'en rendre compte d'un texte, des mots de Socrate, des mots que Platon écrirait. Paul Ricoeur, dans Temps et Récit, analyse ce moment de l'histoire où l'événement matériel a lieu, qui sera ensuite raconté par l'historien. Il montre qu'il n'y a pas de distinction stricte entre l'événement et le texte. L'événement est de structure pré-narrative, il est prêt à se dire, il a un début, un milieu, une fin, il a un sens, il force déjà les mots qui ne sont pas encore trouvés pour le dire. Il s'ouvre comme un texte au moment qu'il se ferme comme événement. Durant son procès, Socrate a forgé à jamais les mots de son histoire, il a transformé la tragédie factuelle en épopée textuelle, donnant à Platon une matière vivante s'écrivant seul sous ses yeux. Malheur à celui qui chute dans le monde textuel du sage, il se pétrifiera en personnage malin, en figure mesquine du mal, qui croira vaincre un jour et qui échouera à jamais. Que Socrate serve de guide à tous ceux qui, inévitablement, auront à se défendre eux-mêmes un jour. Mettre l'amour dans votre cœur, mettre la sagesse dans votre tête, mettre la paix dans votre case. N'a retrouvé.